Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose ericksonienne et nouvelle depuis 2018 suite à un changement de vie professionnelle. Je vous invite ici à découvrir l'hypnose au travers d'épisodes thématiques. Le format, des explications sur le thème du jour, un invité la plupart du temps pour y voir plus clair grâce à son expérience ou son expertise, puis généralement une courte séance d'auto-hypnose. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter l'épisode 0, le trailer du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une personnalité de l'hypnose, une personnalité mexicaine de l'hypnose. Je vous laisse découvrir son accent charmant et son approche originale de l'hypnose. Bonjour Teresa. Bonjour Déborah. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et surtout votre participation à ce podcast. Je suis heureuse de vous recevoir. Vous êtes une figure de l'hypnose mondiale. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes spécialisée en anthropologie sociale, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique et thérapie familiale. Vous avez rédigé une dizaine de livres et vous avez fondé le Centre Ericksonien du Mexique. Si, c'est vrai. Un sacré parcours. Alors très résumé là, peut-être que vous nous en direz un petit peu plus, mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'en apprendre un peu plus sur votre façon de travailler. Vous avez notamment développé une méthode propre à vous dans vos accompagnements lors de vos consultations d'hypnose que vous partagez dans vos ouvrages et dans vos formations. En quoi votre pratique aujourd'hui est-elle selon vous encore ericksonienne ? Elle est ericksonienne parce que elle suit elle est basée, elle suit toute l'épistémologie de Milton Erickson. Et l'épistémologie doit avoir avec le fait de que tout le monde, nous avons les ressources internes pour pouvoir résoudre n'importe quelle difficulté que la vie nous présente. Et les êtres humains, on est tous pareils. Il y a une question de degré dans la pathologie, que la thérapie doit être quelque chose de naturel et faire partie de la vie. Et en plus, le docteur Erickson, c'était le père de l'hypnose moderne, de la thérapie bref. Et dans l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose naturelle, et c'est avec laquelle je travaille. Ça veut dire, mon point de partie, c'est l'hypnose ericksonienne, pas seulement l'hypnose, là, je dirais la psychothérapie ericksonienne, parce que c'est tout aussi tout l'encadrage dans lequel on emploie l'hypnose. Et de la même manière que Milton Erickson mettait le travail, des fois de manière indirecte, toujours dans les dernières 13 années de manière indirecte, et des fois, quelquefois dans les manières directes avant, dans l'élément de l'esprit inconscient, parce que pour lui, l'esprit inconscient, c'était là-bas où c'était le registre de tous les événements de notre vie, pas seulement les événements, les sensations, les idées, les perceptions, tout ce que nous vivons reste enregistré dans l'esprit inconscient. Et ces registres, pour lui, c'était des apprentissages et des ressources. Et comme tout était dans l'esprit inconscient, pour lui, l'esprit inconscient, c'était comme une espèce de partie, je ne veux pas dire en français sage, parce qu'un enfant sage, c'est un enfant bien comporté, mais comme une partie savante. Et quand j'ai commencé à construire les programmes du programme de master que nous avons ici au Mexique, en ligne, complètement ambitieux, j'ai trouvé la physique quantique. Et la physique quantique propose que de la même manière que dans chaque petite cellule à toi, il y a tout ton DNA et pourtant de l'information complète sur Déborah ou sur la personne qui nous écoute. De la même manière, dans chaque partie de l'univers, il y a l'information de l'univers complet. Quand j'ai trouvé ça, j'ai lu ça, j'ai dit, bon, si moi je suis une partie de l'univers, la personne qui vient me chercher, c'est une partie de l'univers. Alors je vais mettre le travail dans les mains de toute l'information de l'univers que je suis, qu'elle ou lui est. Et j'ai commencé à appeler cette partie je suis. Je suis toute l'information de l'univers. Mais après bon, j'aimais beaucoup parce que un rabbi hébraïque m'a dit,
que je suis, c'est un des 7 noms sacrés pour le Dieu dans sa religion. Et c'est le nom pour le Dieu dedans nous. J'ai beaucoup aimé. Mais après, quelqu'un m'a dit que je suis, utiliser les 2 mots je suis, et c'est la manière dans laquelle travaille la métaphysique, si, la métaphysique. Et alors, on m'a demandé que si je faisais la métaphysique. Et j'ai dit non, je ne connaissais pas, mais si les emplois les je suis, je vais me mettre à connaître. Et alors, j'ai commencé à parler d'un parti sage. En français, tous mes livres et mes audios sont traduits comme parti sage, que j'aime pas tellement. J'aime pas, j'aime beaucoup mieux la sagesse universelle. Parti sage parce que on dirait une partie qui doit se comporter bien élevée. Non, c'est pas ça. C'est pas sage dans ce sens-là. Oui, c'est pas dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, il y a une partie qui est savante. Il peut y avoir une partie méchante aussi chez toi. Alors, je préfère maintenant l'appeler sagesse universelle. Sagesse, parce que c'est toute l'information de l'univers. Universelle, parce que c'est la même dans tous les endroits, dans chaque personne, dans chaque petite ou grande partie de l'univers. Alors, sagesse universelle, et je travaille d'une façon ericksonienne, mais basée sur l'utilisation de la sagesse universelle. Et Jeffrey Sachs m'a dit un jour que ça, c'est une nouvelle école de psychothérapie qui était en train de naître au Mexique. La psychothérapie basée dans la sagesse universelle. Mais je lui ai dit, ça sera toujours psychothérapie ericksonienne, parce qu'elle est née de là, parce qu'elle suit son épistémologie, parce qu'elle utilise l'hypnose naturelle, le langage hypnotique qu'Erickson a créé, avec lequel on induit l'hypnose naturelle, et ça sera toujours ericksonien. Qu'est-ce que vous entendez par hypnose naturelle? Est-ce que vous pouvez nous la définir pour vous? Ça veut dire quoi une hypnose naturelle? C'est l'hypnose qui a utilisé Milton Erickson. C'est une hypnose dans laquelle les personnes ne perdent pas la conscience, ne s'endort pas, la personne est éveillée, l'attention est dirigée vers l'intérieur parce qu'elle est en train d'imaginer ou de se rappeler des choses, mais aussi l'attention est dirigée à l'extérieur et, et la personne est dans ce qui s'appelle un état amplifié de conscience, éveillée mais tournée vers l'intérieur en même temps. Et c'est naturel parce que nous vivons beaucoup de moments dans la journée dans ce type d'hypnose, dans cet état amplifié de conscience, dans cet état d'hypnose naturelle. Par exemple, si tu montes dans ta voiture et tu prends ton chemin habituel, peut-être tu es en train de penser ou te rappeler de ce qui s'est passé à ton travail et qui était peut-être émouvante ou émouvante. Et peut-être tu es mis dans toi, tu es en train de conduire et tout d'un coup tu te rends compte que tu es déjà arrivé. Et tu étais dans un état différent de conscience, avec ton attention dirigée vers toi, mais bien sûr tu arrêtais dans les feux rouges, tu tournais où il fallait tourner et tu es arrivé chez toi. Et le pire qui peut se passer si tu devrais aller à un autre endroit, c'est que tu continues par le chemin habituel et que tu arrives à l'endroit habituel au lieu de où tu voulais arriver. Là, vous parlez d'être tourné vers l'intérieur. Est-ce qu'au contraire, la sagesse universelle ne tourne pas vers l'extérieur, vers le plus grand que nous? Non, la sagesse universelle ne tourne pas. Elle est partout. Elle est partout. Elle est chez nous, elle est dehors nous, au-delà de nous. Mais ça c'est la grande sagesse universelle. Notre sagesse universelle, c'est notre partie de la sagesse universelle absolue, qui vraiment, évidemment, est liée avec la sagesse universelle absolue qui est partout. Chez nous, qui c'est un pays, je suis mexicaine, alors chez nous, qui est un pays assez religieux, les gens disent, c'est ma partie divine.
parce que je suis fille ou fils de Dieu? Et j'ai dit oui. Mais s'il me dit c'est le bon Dieu, je dis non. Parce que le bon Dieu, c'est quelque chose que vous percevez à l'extérieur. La sagesse universelle, pour qu'elle fonctionne vraiment, doit être une partie de la personne. Doit être D'accord. la personne. C'est aussi intérieur. Et toute puissante parce que c'est toute l'information de l'univers chez nous. Comme si on avait en nous cette information de l'univers. Comme si, non, on l'a. On l'a. Ok. Oui. Mais si la personne qui vient travailler avec moi ne croit pas ça, je lui raconte de toute manière, je lui dis, vous n'avez pas besoin de le croire. Ce que vous avez besoin, c'est de l'imaginer pour que ça fonctionne. Il faut l'imaginer comme faisant partie de vous. Il faut l'imaginer comme tout puissante. Et ce qu'on imagine, Déborah, c'est beaucoup plus fort pour nous, pour notre corps et pour nos émotions, que ce qu'on reconnaît qui est, entre guillemets, la vérité. Ce qui nous dit notre partie rationnelle. Par exemple, tu te mets à regarder un film d'horreur et tu sais que c'est un film. Ça, c'est la vérité, la réalité, la partie rationnelle, c'est rien qu'un film. Mais ce film, pour ce que tu fais imaginer, fait battre ton cœur plus fort, peut-être fait suer tes mains. Et même si tu sais que tu peux éteindre le film avec un clic au moment que tu voudras, s'il y a un coup derrière toi, tu sautes. Ce qu'on imagine est beaucoup plus fort. Si tu imagines la sagesse universelle, même sans la croire, ça fonctionne. Tous les gens avec qui vous travaillez arrivent à imaginer cette sagesse universelle? Ou au moins à l'accepter, à parler avec elle. Il y a eu rien qu'une dame qui m'a dit, et si je ne vais pas travailler avec la sagesse universelle, tu ne peux pas travailler avec moi? Je lui dis oui. Ça va être un processus beaucoup plus long. Peut-être quelques mois. Je suis thérapeute, je ne peux pas travailler avec vous. Et avec la sagesse universelle, presque tout le monde résout ce qu'il doit résoudre dans 2 ou 3 jours, pas plus. En Maximum 2 ou 4. 3 jours. Ok. Si ce ne sont pas des problèmes psychiatriques, Mhm. ou de consommation ou abus d'alcool ou de substances, 2 ou 3 jours, maximum 4. Alors j'ai commencé à travailler avec elle et tout d'un coup, un jour, après des mois, il m'a dit, et si on travaille aujourd'hui à la sagesse, avec la sagesse universelle? Je lui ai dit oui, bien sûr. Et on a travaillé avec la sagesse universelle et c'était la dernière séance. C'est la seule personne qui m'a questionné ça. Un monsieur qui était mathématicien, m'a dit, pour moi, c'est comme un système expert qui utilise l'information qu'il y a partout pour construire des solutions. Et je lui demandais, et vous pouvez l'imaginer comme faisant partie de vous? Oui, bien sûr. Et ce système expert serait tout puissant? Il m'a dit oui. Alors, pour lui, la sagesse universelle, c'était ce système mathématique expert. Mm. C'est ce que la personne veut, c'est comme elle voudrait l'appeler, mais il faut que ce soit partie de la personne et tout puissant. Il faut que ce soit une partie de la personne. Est-ce que si par exemple la personne imagine la sagesse universelle sous la forme d'un être vivant, par exemple un animal ou quelqu'un de décédé, est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que vous recadrez dans ces cas-là? Si elle peut imaginer comme l'animal tout puissant, ça va. Rappelle-toi que je suis mexicaine et nos Indiens, dans ces croyances, nous avons tous un animal protecteur. Mm. C'est comme un animal totémique, C'est le totem, l'animal totem. qui apparaît des fois, qui te protège. Et moi, j'ai eu une époque de ma vie quand j'étais en transe, j'ai regardé un ocelot, on dit en français jaguar. Mhm. Si. Et des fois, j'ai même rêvé avec les jaguars, que j'étais les jaguars, c'était mon protecteur. Alors, ça peut être identifié avec la sagesse universelle. Si c'est quelqu'un décédé, je leur dirais, nous aussi,
on croit que les gens qui sont décédés continuent à être vivants dans le monde des esprits. Il y a un film qui est magnifique, très bien fait, sur nos traditions à propos des morts, qui s'appelle Coco, et qui a fait Walt Disney. Ça vaut la peine de le voir. Et alors, je lui dirais, cette personne qui est décédée a voulu venir t'aider, accepte son aide, remercie-la, elle peut rester ici pendant la séance, mais on va se mettre en contact avec ta sagesse universelle. Et D'accord. pendant la séance, je parle avec la personne et je lui dis de parler avec la personne décédée, ou moi je lui parle, je lui demande de participer. En plus de la sagesse universelle, du coup. On dissocie vraiment les deux. Et cette dissociation, une fois que la personne accepte de travailler avec la sagesse universelle et qu'il parle avec elle, qu'elle lui demande de faire des choses, etc., est dissociée, comme tu viens de dire. Et une fois que la personne est dissociée, elle est dans un très bon état de transe. Dans l'hypnose classique, les trans commencent par la dissociation. Ce qui arrive aussi dans l'hypnose que vous pratiquez. On est toujours dissocié. On parle avec la sagesse universelle, on est dissocié. Mais c'est une dissociation salutaire. Et dans la journée, on est toujours dissocié. Une partie de nous qui parle avec une autre partie de nous. Une partie de nous dit « Ah, je voudrais bien prendre mon petit déjeuner avec calme et après faire ça. » Et une autre partie à moi, peut-être dit « Non, il vaut mieux prendre un café, quelque chose rapidement, parce que sinon après je vais être retardé. » Et mes deux parties sont en train de dialoguer. C'est une dissociation. Ou quelqu'un peut dire je vais me mettre à la diète, je ne vais pas manger des gâteaux. Et l'autre dire bon, mais un tout petit gâteau tout petit, ça fait pas mal. On est dissociés. Il y a deux parties à nous qui sont en train de parler, mais ce sont des dissociations naturelles et salutaires. La psychiatrie parle de la dissociation comme quelque chose de terrible. Je me rappelle un jour que j'étais dans les participants, il y avait un psychiatre, il y a très très longtemps. Et alors on était en train de travailler avec une dame qui avait mal à la tête. Une partie de la tête a commencé à gonfler dans son imagination, bien sûr, pas dans la réalité, pas dans la tête. Et alors le psychiatre a dit, mais il est en train d'avoir des hallucinations. Je lui dis, oui, il s'agit de ça. Et après, il dit, et cette partie qui s'est gonflée est en train de pousser la douleur qui était en couleur rouge, je ne sais pas quoi, vers les dehors. Et le psychiatre me dit, mais elle est dissociée, il faut l'associer. Il me dit, oui, elle est dissociée et c'est très important et c'est très utile. On l'utilise en hypnose à bon escient, alors qu'en psychiatrie, on la fuit, on essaie de l'annuler. Comme l'a dit votre psychiatre, il faut le réassocier absolument. Donc, c'est deux perspectives différentes. Mais les psychiatres ne se rendent pas compte qu'ils-mêmes sont dissociés. Quand ils sont dans son bureau, en train de regarder la tomographie d'un patient, et en même temps, ils sont en train de signer des papiers, et il y a quelqu'un qui rentre pour lui demander, un hôpital par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les patients du lit 53 par exemple, et ils sont en train de penser à une autre chose. Ils sont dissociés. On est tout le temps dissociés. Je dis ça à un ami psychiatre, il s'est fâché avec moi. Je lui dis des choses pires. C'est bien de pouvoir confronter aussi les différents points de vue. On a besoin des psychiatres et eux auraient besoin aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Mais même la dissociation d'un schizophrénique, c'est une dissociation salutaire, c'est une protection pour lui. Et Erickson dirait, et il vaut mieux qu'il continue jusqu'à que ces personnes aient résolu, surmonté ce qui a fait apparaître ces dissociations. Quand il travaille avec l'hypnose de manière indirecte, avec l'hypnose ericksonienne, parce que l'hypnose classique travaille avec l'hypnose directe. Quand il travaille avec l'hypnose naturelle de manière indirecte pour résoudre ce qui a fait apparaître la dissociation apparaît.
de manière spontanée parce qu'elle n'est plus nécessaire. Elle peut continuer comme un mécanisme de protection chaque fois que la personne aura besoin. Mais une fois qu'il reste rien comme un mécanisme de protection chaque fois moins fort, la personne peut rentrer à l'association chaque fois plus facilement. Quand on est associé, on fonctionne d'une manière. Quand on est dissocié, on fonctionne d'une autre manière. Tu sais, je suis sûre que depuis que j'étais petite, j'avais des déficit d'attention comme hyperactivité. Ma pauvre mère disait, elle est terrible, je ne sais pas quoi faire avec elle. Et j'avais vraiment des déficit d'attention, j'étais en train de faire ça, après ça. J'ai appris que les gens avec déficit d'attention peut-être commencent à faire 10 choses et finissent 3. Et les gens critiquent parce qu'on finisse rien que 3. Mais les gens qui critiquent commencent une et finissent rien que une. Les gens comme nous, que nous avons des déficit d'attention, on peut commencer 10, mais on finit 3. Et ça, c'est toujours beaucoup plus. mieux que les gens qui n'ont pas. Si. Et si c'est pourquoi on ne finit pas les autres, parce qu'ils perdent l'importance, ou parce que les autres, c'est qu'on finit, sont beaucoup plus intéressants. Et nous, on a la chance de pouvoir décider, je ne veux plus ça, et l'oublier. Vous travaillez avec la sagesse universelle pendant les séances. Vous dites que c'est assez rapide les résultats. Est-ce que ça peut couvrir toutes les problématiques? Bien sûr, toutes les problématiques qu'ils doivent avoir avec la personne. Parce qu'il y a des personnes qui viennent pour travailler des problématiques à son mari, à son fils, et comme ça. Là-bas, on peut travailler la partie du problème qui est la manière qu'a cette personne de réagir vers les maris, vers les fils. Et on va travailler ce qu'il doit avoir avec la personne. Est-ce qu'on peut travailler avec cette sagesse universelle en dehors de la séance, après la séance? Est-ce que vous conseillez à vos patients La personne, et j'encourage la personne à continuer à parler avec sa sagesse universelle. Et chaque fois qu'elle parle avec la sagesse universelle, elle rentre de nouveau dans un état de transe dans lequel, d'après Erickson, se passe beaucoup de choses. Notre cerveau, notre esprit inconscient profite pour mettre en ordre ce qui a besoin d'être mis en ordre. Et je leur montre à faire, chaque fois que tu auras un problème, dis à ta sagesse universelle, moi, je fais ce qui me correspond à moi de faire, et toi, occupe-toi du reste, s'il te plaît. Ou quand ils ont un problème, où ils sont en train de vivre l'anxiété, d'imaginer, je les entraîne pour imaginer ce qui est en train de se passer. L'anxiété, et une fois qu'ils sont dans l'image, de demander à la sagesse universelle de s'occuper d'eux. Ou je les invite à, juste après se réveiller le matin, inviter la sagesse universelle à passer la journée avec eux. Ou l'imaginer et rentrer chez elle. Remercier la nuit pour la journée à la sagesse universelle. Oui, c'est un relationnement, on dit, continuel. Erickson disait la thérapie fait partie de la vie, fait pas partie d'un bureau. Moi, ça me fait penser aux anges gardiens ou à nos guides, de s'adresser comme ça à ces guides. Merci de m'aider aujourd'hui, des choses comme ça. Donc moi, je le verrais plutôt extérieur, mais c'est intéressant effectivement de se dire que ça peut être aussi quelque chose qui est intérieur. Que c'est moi. C'est moi. Et il y a ma partie matérielle, biologique que je touche, et il y a cette partie sagesse universelle qui c'est moi aussi. C'est pas un être qui est chez moi, c'est moi. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes ou Je peux raconter une anecdote à moi plutôt qu'une anecdote en passion. Nous avons une maison éditrice qui édite nos livres et d'autres en espagnol et des audios en espagnol et quelques-uns en anglais. Et alors, la maison éditrice était dans une crise. On était en train de commenter les gens du conseil, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je venais d'être opérée comment ça s'appelle, des jambes. Et alors, il fallait que je fasse la réhabilitation dans l'eau tous les jours. Et j'allais à une piscine qui est à dehors de la maison. Et les rendez-vous, parce que je venais d'être opérée, c'était chez moi.
Et on était en train de discuter. Et j'ai dit, bon, on n'arrive à rien. Et, et c'est l'heure d'aller faire mon exercice dans l'eau. Je m'en vais. Ils m'ont dit, non, tu ne peux pas t'en aller. Et quelqu'un a dit, oh, ce qu'on aurait besoin, c'est d'un bureau qui s'occupe de faire des études spécifiquement, des études de marché, spécifiquement sur des maisons éditrices et qui nous disent qu'est-ce qu'on devrait changer ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais l'autre a dit, ça n'existe pas au Mexique. Et tu ne peux pas partir parce qu'on n'a pas fini. Je dis, je pars parce que moi, j'ai fait toujours ce qui me correspond à moi de faire et mes jambes ont priorité sur la maison éditrice. Alors, je pars, mais je vais pas, je partir rien qu'une heure. Si vous restez ici, je rentre à la réunion, vous pouvez rester ici, il y a du café, il y a du biscuit, il y a tout ce que vous avez besoin. Et je suis partie. Et je suis rentrée à la piscine. Et dans cette partie de la piscine, il y avait un monsieur qui était en train de faire aussi des exercices clairement de réhabilitation. Et alors il me dit, vous êtes en réhabilitation de quelque chose? Oui. De quoi? Et on s'est mis à parler. Et alors quelqu'un qui sortait de nager m'a dit, est-ce que vous êtes Teresa Robles? Je dis, oui, pourquoi? J'ai reconnu votre voix. Quelqu'un m'a fait cadeau d'un audio à vous. Je les écoute tous les soirs et ça me fait beaucoup du bien. Alors, elle est partie et il m'a dit, et alors à quoi tu travailles? Et je lui racontais des techniques ericksoniennes et tout. Et je lui ai dit, et toi? Je suis en train de faire quelque chose que mes amis disent c'est une folie. Mais je suis en train de construire un bureau pour faire des études complètes pour les maisons éditrices. Puis les dessins comment on dit, des couvertures, des livres, Oui, la des couverture. dessins de tout jusqu'à comment les vendre et que faire, et la publicité et tout. Alors je lui dis, on a une maison éditrice, s'il vous plaît, tu me laisses là-bas. On met les serviettes de toilette, laisse-moi ta carte. Et je suis rentrée à ma réunion avec la carte Toute de ces fière. messieurs qui étaient en train de construire ça. Et ça, c'est ma vie, c'est comme ça. Je dis toujours à la sagesse universelle, moi, j'ai fait ce qui me correspond à moi de faire. Et toi, occupe-toi du reste. Donc vous Et suivez je votre pourrais rajouter intuition au beaucoup d'autres quotidien choses. et vous laissez votre sagesse universelle travailler sur le reste. Oui, oui. Mettre sur votre route des bonnes rencontres, des bonnes idées. Si, quand, par exemple, avant de rentrer ici, je lui ai dit, parle à travers moi, mes idées dans ma tête, dans mes oreilles, oui. Et je fais comme ça quand je fais quand je vais enseigner, quand je vais faire une consultation. Et je fais ce qui me correspond à moi de faire. Et des fois, tout d'un coup, je suis en train de travailler sur une ligne. Et toi, d'un coup, ça me vient l'idée de faire une chose tout à fait différente. Et je fais immédiatement, je le prends immédiatement. Je me rends compte que c'était quelque chose qui vraiment, c'était l'essence ou quelque chose de beaucoup plus important de ce que j'étais en train de faire. Elle parle à travers l'intuition, à travers des images, à travers des rêves. Ah, je te raconte une autre chose, ça doit avoir avec compassion. Et une fois, il arrive à mon bureau. Bon, mon bureau, la porte de mon bureau était juste, tu l'ouvrais et tu étais dans la salle d'attente. Alors j'ouvre la porte, je trouve une dame très bien habillée, très bien, comment on dit, maquillée, Maquillée. très bien maquillée, qui me donne la main comme ça. Et au moment qu'elle me donne la main, j'ai l'image d'une mendiante qui me donne, qui étend la main pour demander l'argent. Et elle rentre, elle s'assit, et je lui dis, Madame, je lui explique comment on travaille. Ici, les images sont très importantes, ce qui vient à mon esprit et ce qui vient à votre esprit. Et j'ai eu une image, je ne sais pas si ça doit avoir avec vous ou si ça doit avoir avec moi. Vous voulez que je vous raconte? Il m'a dit oui. Et je lui dis, quand vous m'avez donné la main pour me saluer,
j'ai eu l'image d'une mendiante. Elle s'est mise immédiatement à pleurer. Elle m'a dit, c'est comme ça que je me sens dans la vie, en train de mendier mon argent qui me correspond à moi, en train de mendier l'amour à mon mari, à mes frères, qui ont pris l'héritage que j'ai reçu de ma mère et qui les manient comme ils veulent le faire et ne me font pas faire. Ils disent que je ne suis pas bon que pour la cuisine. Il me dit, dédie-toi à faire tes gâteaux, surtout les gâteaux au citron, qui est le meilleur. Et alors, on a travaillé avec ça. Et elle est partie et je lui ai donné un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante. La secrétaire m'a dit que quelqu'un avait téléphoné la veille pour canceller et il avait pris un autre pour 15 jours après. Et après l'autre, elle a cancellé une autre fois. Elle n'est jamais plus venue. 2 ans après, elle a téléphoné, je ne me rappelais plus de la mendiante. Elle a téléphoné et pour me demander s'il pouvait prendre un petit café avec moi, qu'elle ne voulait pas une séance, il voulait prendre un petit café et parler avec moi. Je lui ai dit oui. Mais ce matin, quelqu'un nous avait fait une fraude terrible, avait volé l'argent au centre. C'était le moment de payer aux employés, de payer les loyers et tout, ces jours-là. Et il n'y avait pas de l'argent dans la banque. Alors je me dis à la sagesse universelle, tu sais que je fais toujours ce qui me correspond à moi de le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je dois payer tout ça. Et ça, c'était à 10h du matin. J'ai vu à la dame pour prendre un petit café vers midi. Et elle m'a raconté que quand elle est sortie de chez moi, elle est allée voir un avocat, qui était un ami à elle d'enfance, et qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour récupérer son argent. Elle s'est divorcée. À ce moment, je suis que c'était sa mère les avait hérités à ses frères et à elle une chaîne de restaurants, pas des restaurants, c'est comme des cafétérias, mais dans lesquelles on vend des poulets rôtis et des autres choses, que 2 ou 3 choses, et qui sont très très fameux dans tous les Mexiques, dans tous les pays, surtout dans la ville de Mexico. Et alors, maintenant, j'ai conduit mon bureau et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à vendre des gâteaux avec mes recettes. Et surtout les gâteaux de citron, ils avaient raison, ça se vend très bien. Et même parce qu'ils sont divisés, ils ont changé l'image, le logo. Et même je continue à vendre, je vends maintenant aux cafétérias de mes frères et ils m'achètent mes gâteaux. Et ce matin, j'étais en train assise à mon bureau et j'ai dit, je crois que je devrais payer à Teresa au moins la même chose que j'ai payé à l'avocat. Et je lui demandais à quelle heure c'était, plus ou moins. Il m'a dit vers 10h du matin. Et alors, elle m'a dit, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez m'accepter un chèque? Je n'ai même pas vu la quantité, mais je lui ai raconté qu'est-ce qui s'était passé. J'ai dit, oui, j'accepte. Et quand je me suis rendu compte quelle c'était la quantité, c'était un petit peu plus de ce que je devais payer ces jours-là. Et en plus, c'était la même banque que la mienne. Ça veut dire que je pouvais mettre le chèque et immédiatement employer l'argent parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, si c'est d'une banque différente et c'est déjà plus de midi, ça prend tu du ne peux temps. pas employer l'argent jusqu'au jour suivant. Alors en plus, ça. J'adore cette histoire. Et j'ai des histoires comme ça. Ma vie est comme ça, vraiment. Ça me fait penser au pouvoir de l'intention aussi, quand on visualise quelque L'intention, le chose. désir. Ouais, Et si tu le fais à travers ta sagesse universelle, c'est encore plus plus puissant. fort. Ouais. Et on n'a pas besoin d'exercice, mais j'invite tout le monde à parler avec sa sagesse universelle. Peut-être ils l'imaginent, peut-être pas. Ils peuvent l'imaginer s'ils veulent comme l'univers, comme une lumière, comme eux-mêmes, comme une silhouette lumineuse. Je ne sais pas comment appeler de n'importe quelle manière, mais il faut que ce soit toujours agréable. Si ce n'est pas agréable, ce n'est pas la sagesse universelle.
À quoi elle ressemble, votre sagesse universelle? Ça a changé, mais maintenant, c'est une lumière blanche, très, D'accord. très, très blanche. Des fois, c'est une quartz rose. On dit rose ou rosé? Rose. Un quartz rose énorme dans lequel je peux rentrer. Des fois, très peu de fois, c'est l'univers et je suis en train de flotter dans l'univers. Je me laisse aller. Qui contient dans ta sagesse universelle, tu es en train avec chaque respiration, toute l'énergie de cette partie toute puissante entre chez toi, ça veut dire dans la partie pas puissante, et remplit ces parties en la guérissant, en faisant ce qu'il faut faire de manière instantanée, de manière protégée. Et c'est un tout petit exercice en direct. Parce que pendant que je parlais, les gens qui nous écoutent, peut-être, on imaginait quelque chose. Et ils savent déjà comment faire. Sinon, ils peuvent le réécouter en revisualisant. Oui. Merci beaucoup, Teresa. Bonne Merci, au revoir. journée. Au revoir. Au revoir. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Pour en savoir plus sur mon travail, rendez-vous sur mon site web www.evei2letvous.com www.éveillez-vous.com. Si vous avez aimé ce podcast, je vous serai très reconnaissante de le noter sur votre plateforme d'écoute, de le commenter ou bien de le partager à vos amis. À très bientôt pour un prochain épisode.